L'histoire remonte à 2 ans. Il y a plus de 2 ans, souvenez-vous, la mère de Neo et Swan et le père avaient annoncé qu'ils risquaient de la prison ferme. Peu de temps après, ils ont été condamnés à de la prison ferme. On va pas revenir sur tous les détails de cette histoire, je vous invite à regarder les précédentes vidéos à ce sujet, parce que l'histoire, elle est massive. Et de toute façon, on va revenir un peu sur quelques détails. Suite à ça, Neo et Swan se sont retrouvés tout seuls, et par un coup du sort et un coup de chance, ils ont réussi à avoir l'autorisation de sortir de prison récemment, et ils reviennent dans une vidéo de plus de 2 heures, le père et la mère de Neo et Swan, dans une vidéo de plus de 2 heures où ils racontent et ils disent toute la vérité, sachant que maintenant la justice est passée et que le jugement est passé, ils sont plus libres de leurs paroles. Ils révèlent plein de trucs, notamment qu'ils ont été complètement spoilés. Une énorme théorie du complot autour a fait en sorte que on les fasse passer pour les coupables alors que c'est les victimes. Que également le père de Neo et Swan s'est fait trahir par ses frères et par sa propre mère, c'est hallucinant. Et qu'on les aime ou pas, Neo et Swan, qu'on les aime ou pas leurs parents, c'est compliqué. Tout ce qu'ils ont traversé, c'est très compliqué. Et surtout, sa mère est malade aussi. Elle a, je sais plus comment elle s'appelle, sa maladie qu'elle a. Mais traverser tout ça, à travers ça, la vidéo de 2 heures est très compliquée à voir. Mais bref, on va en faire un résumé. Je vous ai timecodé les passages qui m'ont paru les plus pertinents et les plus intéressants. Parce qu'aussi, à noter, il y a plein de journaux. Il y a Le Parisien qui a fait un article, il y a BFM qui a fait un article, bref. Et ils ont fait, sérieux, ils ont fait 2 paragraphes de tout ce qu'ils ont raconté pendant les 2h15. Il y a 2 petits paragraphes de merde, alors qu'il y a tellement raconté dans un article. Et il faut prendre son temps sur cette histoire, parce que mine de rien, c'est une des plus grosses histoires du YouTube francophone. Et l'acharnement qu'ils ont subi d'une autre chaîne spécialisée dans les chaînes d'enfants qui ouvrent des cadeaux et ce genre de trucs, c'est stratosphérique. Quoi qu'il en soit, je me suis permis de me verser un petit porto. La santé des parents de Neo et Swan, parce qu'ils ont traversé l'enfer, et je pense qu'ils méritent bien ça. Attention, please. Je vous invite à aller vraiment dans la playlist si vous voulez regarder plus en détail tout ce qui s'est passé. C'était un truc de fou. Vraiment un truc de fou. Et merci pour l'abonnement, Kana. Donc, ils reviennent dans une vidéo de 2h15. Évidemment, on va pas regarder les 2h15, on va regarder un bon petit morceau. Autre chose aussi, très important à noter. Alors, on va zapper le début. Il y a plein de choses qu'on va zapper. Évidemment, il y a plein de choses qu'on va zapper. Manque de temps. Ou tout simplement, aller regarder leurs propres vidéos, parce qu'on va pas rediffuser l'intégralité de leurs vidéos. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes à ce sujet. On va démarrer juste dès le début pour qu'ils remettent un peu en contexte de la situation sur pourquoi ils ont été silencieux et surtout les 10 ans de cauchemar. Parce que cette histoire avait démarré bien avant YouTube avec cette histoire d'agence matrimoniale Euro Challenge. Pour ceux qui ont suivi. Et on va enfin pouvoir vous le dire et vous l'expliquer. Nous, ça fait 2 ans qu'on souffre en silence en entendant tout ça, sans pouvoir vous parler. On est resté silencieux pour laisser faire la justice et pour essayer de protéger nos enfants, même si ça n'a pas été très concluant, mais on a essayé. Aujourd'hui, le dossier judiciaire est enfin terminé. Après plus de 10 ans de cauchemar, les 2 dernières années, ça a été une vraie descente aux enfers. Mais là, c'est enfin derrière nous et on va enfin pouvoir vous dire la vérité. On va vous raconter l'histoire d'une injustice, une histoire de bouc émissaire, une histoire de manipulation et de trahison. Et aussi une histoire de grande souffrance et de résilience. Avant toute chose, on veut remercier du fond. Et c'est très compliqué tout ce qui se passe de résumé. C'est un truc de fou. 9-20... Non, 7-40, pardon. 7-40. Donc Euro Challenge, c'était quoi? L'entraîneur de Christophe Lemaître, mais c'est vrai qu'à part mon coach, personne ne me soutenait. Mon père s'intéressait pas à ce que je faisais, ma mère non plus, mes frères non plus, j'étais un petit peu seul. Donc de temps en temps, j'allais voir ma mère et mes frères. Alors je vous résume. Il explique qu'il était mineur à l'époque de la création d'Euro Challenge par sa mère. Et une fois qu'il venait juste d'être majeur, il était embauché dans la boîte de sa mère pour travailler. Et après, il a rencontré Sophie Fantasy, sa femme, qui l'a rejoint également pour travailler dans Euro Challenge en tant que salarié. À Lyon, mais ils étaient vachement occupés à créer une société. Et j'aime pas quand il parle à tour de rôle. C'est pas une marionnette, il va pas lui mettre la main dans son cul pour la faire parler au bout d'un moment. Et cette société, c'est
C'était l'agence matrimoniale. Ça s'appelle un duo, généralement, au bout d'un moment, il y a l'autre qui parle. La fameuse. La fameuse. Donc pour vous expliquer, c'est un petit peu l'ancêtre de Mythique. En gros, hein. Et des sites de rencontres. Ouais, des sites de rencontres. Donc la particularité de l'agence, en fait, c'était que des messieurs francophones s'inscrivaient, des femmes étrangères s'inscrivaient, et les mises en relation étaient faites à travers ces personnes de différentes cultures. Donc, contrairement à ce que vous avez pu lire, ce n'est pas moi qui ai créé cette société. Moi, à l'époque, j'étais mineur. J'étais encore à l'école. Chez ton papa. Chez mon papa, je faisais mes activités sportives, j'allais à l'école. Non, c'est pas moi qui l'ai créé. Et ça peut pas être moi non plus, puisque à l'époque de la création du Rechallenge, on ne se connaissait pas. Et j'étais mineure aussi, et je vivais chez mes parents. Voilà, donc je sais pas où ils ont trouvé ça. Mais ce n'est pas nous qui avons créé cette entreprise. Non. Donc, comme j'ai dit précédemment, cette société elle a été créée par ma mère et mes deux frères. Donc, ma mère était gérante de la société. Elle avait 49% des parts, je crois. Mon frère aîné était actionnaire majoritaire et avait 51% des parts. Et il était aussi propriétaire de la marque Eurochallenge. Et d'ailleurs, plus tard, quand la société a changé de nom, c'est mon frère cadet qui est devenu propriétaire de la marque. De mon côté, moi, j'avais rien. Non, Voilà, rien. j'avais rien. J'avais jamais eu de part. Salut Schizo. Alors pour résumer, du coup, en gros, ce qu'ils vont expliquer pendant plusieurs minutes, c'est qu'ils n'étaient que salariés d'Eurochallenge. Ils n'étaient pas comme ses frères et sa mère qui étaient propriétaires d'Eurochallenge et tout ça. Ils n'étaient que des simples salariés. Sophie explique qu'elle a rejoint Eurochallenge en 2003, donc elle explique un peu ce qu'elle faisait là-dedans aussi, mais c'est pas spécialement pertinent plus que ça. Elle dit ça aussi. De la société. Et pendant toutes ces années, j'ai vu de mes propres yeux des couples heureux. C'est-à-dire que je suis même allée à des mariages, j'ai rencontré des couples qui venaient justement pour nous dire qu'ils s'étaient rencontrés, qu'ils étaient contents, etc. J'ai vu des bébés Eurochallenge, c'est comme ça qu'on les appelait. Hein. Donc j'ai pu constater personnellement que ça fonctionnait et qu'il y avait réellement des unions sérieuses qui se formaient. Du coup, moi, j'ai jamais eu aucun doute en fait. J'ai toujours pensé que je travaillais pour la bonne cause. Vous avez peut-être entendu certains médias dire que l'agence Eurochallenge avait été créée pour arnaquer les gens. C'est complètement faux. L'agence, elle a été créée pour créer des couples sérieux, rendre les gens heureux, qui trouvent leur âme sœur. Faut bien vous dire que Greg a travaillé 15 ans pour cette société, moi j'ai travaillé 12 ans pour cette société. On n'aurait jamais travaillé autant d'années pour une société qui escroquait les gens. Enfin, non. Voilà. Donc, on était persuadés qu'on œuvrait pour la bonne cause, on était convaincus qu'on faisait le bien. Je vous disais tout à l'heure. Pourquoi on devrait croire leur storytelling d'innocents alors qu'ils ont été condamnés par un tribunal? Est-ce que tu as vu la gueule de la justice en ce moment Tu crois que parce qu'ils ont condamné par un tribunal, ça veut dire que c'est la vérité? Un peu plus compliqué, mais écoutons leurs histoires. Tu peux pas jeter tout à la poubelle de ce qu'ils ont à dire juste parce qu'ils ont été condamnés ou pas condamnés. À l'heure qu'on avait eu donc Néo en 2005 et Swan en 2011, les années ont défilé à toute vitesse, on était très très heureux tous les quatre. Comme vous le savez pour ceux qui me suivaient déjà. Et on suit l'histoire jusqu'au bout, tu vas voir. Avant, moi j'adore les enfants, j'aurais voulu d'ailleurs avoir une famille nombreuse, mais bon voilà, ça s'est pas passé comme ça. Donc on était très très contents. En 2012, on a appris avec surprise que la société Eurochallenge a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse. C'était le directeur juridique qui avait défendu la société dans ce... Et il est là le truc bizarre. Et ça, tout ça c'est vérifiable. Tu cherches un peu sur les histoires de société, c'est vérifiable. Eux, ils étaient que salariés. Pourquoi il y a qu'eux qui ont fini en prison? C'est super chelou. Ils étaient que salariés en fait. Dossier. Et il a dit que, en gros, l'avocat avait mal fait son travail et que c'était à cause de lui qu'on avait été condamné. C'était la première fois que la société était condamnée par la justice. On était sous le choc. Bah oui, on se demandait ce qui allait se passer. Moi, je me souviens que j'ai demandé au directeur juridique ce qu'il fallait faire, en fait, ce qu'il fallait qu'on change, est-ce qu'il fallait, comme c'était pratique commerciale trompeuse, est-ce qu'il fallait changer les contrats, est-ce qu'il fallait changer l'argumentaire commercial, voilà. Et en fait, il a dit qu'on changeait rien, que lui, il avait raison. Hein, que c'était seulement à cause de l'avocat que ça s'était pas bien passé, mais que sa position c'était la bonne, qu'il allait la défendre en appel. Qu'il allait gagner et que voilà. Et je vous rappelle, un directeur juridique, c'est très haut hein, dans le game hein, d'une société. Donc généralement, tu lui fais confiance, techniquement. Oui, il était super confiant et qu'il fallait rien changer pour l'entreprise, on restait comme ça. La gérante a dit à tout le monde qu'il fallait lui faire confiance, donc rien n'a changé. Sauf l'attitude de ce fameux directeur juridique. Jusqu'à ce procès en 2012, le directeur juridique était un homme sûr de lui, dynamique, avec beaucoup de prestance. Il était le bras droit de la gérante. C'est lui qui représentait la société Eurochallenge quand la gérante était absente, notamment auprès des autorités comme la répression des fraudes, le fisc, l'inspection du travail. Il avait passé
c'est fou. Rien à voir, mais j'avais jamais vu son père. Vraiment, je m'étais jamais attardé sur son père. Qu'est-ce qui ressemble à son fils? C'est un truc de fou. Enfin, techniquement, c'est son fils qui ressemble à son père. C'est plus de 15 ans dans la société. Il avait recruté et formé une équipe avec laquelle il travaillait dans des locaux à part du reste du siège administratif. C'est lui qui validait la conformité de chaque document, chaque contrat, chaque argumentaire commercial. Bon, bref, un directeur juridique. Mais bon, faut le préciser. Tout passait par lui. Il avait beaucoup d'autorité dans l'entreprise. Quelques mois après le procès, on nous annonce qu'il a fait un malaise au bureau, sans témoin, et qu'il a été emmené par les pompiers. Et suite à ça, il n'est plus jamais revenu dans l'entreprise. Non, on l'a jamais revu. Le lendemain, on a appris qu'il s'était mis en arrêt de travail, et forcément, on était très inquiet pour lui. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, 5 autres collègues se sont également mis en arrêt de travail. Alors, au siège administratif à Lyon, on était environ 20 collègues, une vingtaine de collègues. Et donc là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 6 personnes en moins. Donc ça a été très difficile. Tout le monde a eu un gros surcroît d'activité. C'est devenu très compliqué. Et bien sûr, beaucoup d'interrogations. On ne comprenait pas ce qui se passait. Son fils en référence à Matrix, j'en sais rien. Jusqu'au jour où une des 6 personnes qui étaient en arrêt maladie a téléphoné à une de nos collègues. Donc c'était 2 personnes qui étaient assez proches en fait en dehors du travail. Et donc la personne en arrêt maladie a téléphoné à la collègue pour lui dire qu'en fait ils étaient en train de préparer un gros prud'homme contre l'entreprise pour harcèlement moral. Donc le directeur financier et ces 6 personnes qui sont parties soi-disant pour arrêt maladie, en fait ils préparaient une attaque en justice pour harcèlement moral. Ça pue quand même. Ça pue du sgeg. C'est un truc de ouf. Et elle lui a proposé de les rejoindre en lui disant, mot pour mot, il y a de l'argent à se faire. Donc la collègue n'a pas voulu les suivre en fait. Elle a raconté au reste de l'équipe ce qui se passait. Mais du coup, à partir de là, on a mieux compris. Voilà. J'y crois tellement pas à leur discours. On sait tous qu'ils font juste en sorte de dédouaner et regagner du mérite au tribunal populaire. Faut bien faire tourner le business à nouveau. C'est plus compliqué que ça. L'histoire est trop complexe pour aller l'inventer dans ces détails comme ça. Enfin, ça tiendrait pas. Et franchement, ils sont détruits publiquement. Mentir un peu plus ou un peu moins ou dire la vérité, je pense que des gens comme toi s'en foutent. Donc, moi, je leur donne le bénéfice du doute. Et leur récit me paraît cohérent. Après, il suffit juste que le directeur juridique se pointe et donne sa version des faits. Que la mère, là, et les frères du père de Neo et Swan donnent leur version des faits. C'est tout. Mais en attendant, vous allez voir, leur narratif est très intéressant. Surtout quand ils parlent après de la justice et de la police. Voilà, on a mieux compris pourquoi tout le monde s'était volatilisé soudainement. Dans les mois qui ont suivi, l'équipe qui restait s'est serré les coudes et a essayé de faire de son mieux pour garder le cap. Le frère cadet de Greg a repris le poste du directeur juridique et là, il a eu une sacrée surprise. En fait, depuis 2 ans, le directeur juridique ne travaillait pas pour l'entreprise, mais contre l'entreprise. Et ça, en fait, moi, ça me parle. Parce que moi, quand j'étais dans le parapétrolier, il y avait un directeur financier qui faisait des trucs en soum-soum et on m'avait chargé de le débunker. Et on avait posé une caméra espion à un endroit très stratégique. Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose. On savait qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose, mais on savait pas qui. On se doutait, on avait une espèce de... on avait des réunions secrètes avec la direction, avec des personnes triées sur le volet. Et on savait qu'il y avait quelque chose, on ne savait pas qui. Donc on avait mis une caméra espion, et on attendait que ça se repasse. Et au moment où ça s'est repassé, j'ai visionné la caméra espion. Et quand j'ai vu que c'était le directeur financier... Putain. Comment j'annonce ça au PDG, moi? Que c'est son plus proche collègue, quasiment le numéro 2 de la boîte, qui fait ça. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça, là, quand ils disent que le directeur juridique a magouillé pour détruire la boîte, pour que derrière il puisse ouvrir son cabinet d'avocat, pour qu'il puisse piquer les clients et tout le bazar, franchement, non, pas la DGSE, juste une boîte, quoi. Mais c'est crédible. Parce que je l'ai déjà vécu, en fait. En fait, ça faisait 2 ans qu'il sabotait complètement son travail. Personne ne comprenait pourquoi il avait fait ça. Et quelques jours plus tard, on apprend qu'il a ouvert son propre cabinet d'avocat. Mais à ce moment-là, on ne se doute pas du tout de la bombe qu'il a amorcée et qui est sur le point d'exploser. Et tout ça nous amène au 20 novembre 2014, à 6h du matin précisément. Ce matin-là, les policiers débarquent à notre domicile. Ça s'est fini comment? Il a été convoqué. Il a été... il y a eu plainte à la police.
Il a été licencié sur le champ, et après c'est parti en juridique, en justice et tout ça. Avec des huissiers et tout le bazar, et voilà. Après ça me regardait plus trop. Domicile. Donc Néo a 9 ans. On a débranché la caméra, l'opération était finie. Ça a duré... Cette histoire de caméra, je me rappelle, ça a bien duré 5 mois avant qu'on le chope. Swan a 3 ans. Et d'un coup, il y a des policiers partout dans notre appartement, en train de fouiller dans toutes les pièces, tous les placards, tous les tiroirs. Ils font ce qu'on appelle une perquisition, et ils nous expliquent qu'ils sont là dans le cadre de la société Eurochallenge. Donc c'est le choc. Hein. C'est extrêmement choquant, ouais. C'est extrêmement choquant, c'est comme dans les films. On les voit toucher à toutes nos affaires, ils sortent toute notre vie. On avait Goussaka à la télé, nous, avant. Ah oui, c'est traumatisant, une perquisition, vraiment. Ah oui. Là, on nous explique qu'on va être emmené au commissariat pour répondre à des questions et qu'on est en fait en garde à vue. Là encore, c'est comme dans les films. Moi, j'explique à une femme policière, parce qu'il y a une femme parmi eux, j'explique que les enfants, ils vont devoir aller à l'école. Il était dissimulé comment, la caméra? Si vous voulez, je vous raconterai ça plus tard, parce que là, pour l'instant, on parle de Swan et Néo, mais je vous raconterai l'anecdote plus en détail après. L'école, en fait, et que normalement, c'est moi qui les emmène à l'école. Et là, elle me dit qu'il faut qu'on trouve une solution rapidement, sinon, c'est la DAS. Donc, sinon, c'est les services sociaux, en fait. Donc là, waouh, c'est encore un choc. En fait, nous, jusqu'à présent, enfin, moi... Ouais, il explique que jusqu'à présent, les flics, ils avaient confiance, mais là, c'est la première fois où ils ont eu peur de la police, parce que la nana flic, apparemment, était odieuse et... Ouais, bon, on s'en fout, hein. Les flics, vos gamins iront à la DAS et tout. En fait, ils ont été traités comme des super criminels hyper dangereux. On parle de malversation financière de leur boîte où eux ne sont que salariés. C'est-à-dire qu'ils sont même pas dans la direction. Enfin, elle était, je crois, directrice à un moment donné, mais dans une autre branche, mais rien à voir avec le financier et tout le bazar. Je sais plus à quel poste elle avait dans la boîte, pour voir les anciennes vidéos, mais c'est un détail. Mais bref, blablabla, DAS, peur des policiers, tout ça, complot du directeur juridique. Il explique que donc c'était bien un complot du directeur juridique. La journée, toute la nuit, on n'est vraiment pas dans les bonnes conditions, on va dire. Au bout d'un certain temps, on vient me chercher, et là, il y a un brigadier qui commence à me poser des questions. Très rapidement, je commence à comprendre qu'il y a un lien avec le directeur juridique. Alors c'est pareil, hein, je vous passe tous les passages où il explique comment est la garde à vue, qu'ils étaient sur du béton, qu'il n'y avait pas de coup de téléphone, qu'ils étaient juste à côté d'autres criminels. Au fur et à mesure de l'interrogatoire, je suis stupéfait. Elle était directrice commerciale et DRH. Ouais. Par les questions posées. Chaque question repose sur merci Sandrine. Déclaration des 6 personnes qui ont disparu de l'entreprise quelques mois auparavant. Et là, je commence à entrevoir l'énorme complot que le directeur juridique a mis sur pied. En fait, on apprend que le directeur juridique et ses 5... complices, je pense qu'on peut les appeler comme ça, se sont rendus plusieurs fois au commissariat pendant leur arrêt maladie pour y déposer des déclarations spontanées déjà, et puis tout un tas d'éléments visant à détruire l'entreprise, ça c'est très clair, et visant en fait à dire qu'il y a plein d'infractions dans l'entreprise. Et ça, quand tu es directeur juridique et que tu fais plein de magouilles à gauche à droite et que tu prépares tes mines qui doivent exploser, et puis après tu vas à la police en mode lanceur d'alerte, je suis directeur juridique dans une société, il y a plein de trucs qui vont pas, il y a ça qui va pas, moi je suis lanceur d'alerte, hein, faut me croire. Je l'ai vu tellement de fois ça. Pas forcément au niveau des entreprises, mais même au niveau des créateurs de contenu qui t'envoient des pièges ou des conneries comme ça, ou des gens sur le... ils ont pas fait de la prison pour rien. Si, ils ont fait de la prison pour rien. Au bout d'un moment, c'est trop. De les foutre en prison, pour moi c'est... En prison, tu mets des gens qui sont dangereux pour la société. Eux, en prison, à côté, t'as des gens qui poignardent des gens, qui violent des gens, et ils sont relâchés. Eux ne méritent pas la prison à ce niveau-là. Clairement pas. Clairement pas. Et je vous rappelle encore une fois, hein, vous allez voir, il y a eu un autre jugement derrière où ils ont été relaxés. Et qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui s'est passé à Eurochallenge. Et que le premier juge a fait de la merde. Et que la prison est totalement imméritée en fait. Responsabilité dans le dossier, le directeur juridique avait planifié son départ depuis longtemps. Et il s'était présenté comme un lanceur d'alerte auprès des enquêteurs. Un terme que vous ne connaissez pas d'ailleurs. On a appris là... Voilà, c'était nouveau. Et la stratégie avait bien fonctionné, puisque pour les enquêteurs, le directeur juridique et ses 5 collègues étaient des victimes, et les autres employés qui étaient restés étaient des coupables.
Voilà, tous ceux qui ne l'avaient pas suivi en fait, Voilà. tous ceux qui avaient refusé de le suivre. Il y avait 2 camps en fait. Oui, c'est ça, il y avait 2 camps. Il y avait ceux qui étaient partis avec lui, qui passaient pour des victimes, et puis ceux qui étaient restés et qui, eux, étaient forcément coupables. Donc justement, je vous disais tout à l'heure qu'on n'était pas les seuls à avoir été interrogés. En fait, on a appris pendant ces interrogatoires qu'au moment où les services de police... Poursuivre son activité. Parce qu'elles étaient, elles aussi, mises en examen. Eh bien, la société pouvait plus... Pour avoir un avis définitif, j'espère qu'ils vont attaquer les complotistes pour dédommagement financier et moral. Alors, il donne la réponse un peu plus loin. Poursuivre son activité normalement. Elle a périclité, et au bout de quelques mois, elle a dû... Moi, j'ai horreur de leur chaîne. Hein. Moi, les chaînes de gamins comme ça, Alors, ma fille, du coup, a regardé beaucoup de vidéos de Noé Swan, parce que ça plaît aux gamins. Mais moi, je supporte pas. Mais après, humainement, j'ai rien contre eux. C'est juste c'est pas ma cam. Permet. Et donc, tous les employés qui restaient ont été licenciés économiques. Donc, on attendait la remise des documents pour pouvoir s'inscrire à... Oui, c'est ça, c'est exactement ça, Sandrine. Ils ont été emprisonnés après la fermeture de l'entreprise, plus de 10 ans, ou je crois après le jeu de... Ils ne présentaient plus aucun danger. En plus, il y avait 2 enfants mineurs. C'est délirant de les foutre sous le bus et de les foutre en tôle. Délirant. Surtout que, je vous rappelle, encore une fois, écoutez ce qu'elle dit. À Pôle emploi, en fait, et bénéficier des ACDIC. Sauf que, comme la gérante avait été, elle aussi, mise en examen, elle ne pouvait plus gérer la société. Donc, il y avait ce qu'on appelle un mandataire judiciaire qui avait pris, en fait, le contrôle de la société. C'était lui qui gérait l'entreprise, c'est ça. Et au moment où il a procédé au licenciement économique de tout le personnel, eh bien, il a décidé que les fils et belles-filles de la gérante n'étaient pas des salariés en fait, classiques. Et donc il a décidé qu'on n'avait pas le droit au chômage. Voilà. Ça c'est balèze. Donc pas d'ACDIC, pas d'indemnité de licenciement. Non, c'est le fils ou la belle-fille, non. Comment c'est possible d'un côté? T'as un contrat de travail, même si t'es le fils ou la fille de quelqu'un. Et donc, donc les prud'hommes ne les ont jamais indemnisés. Donc aussi, ils expliquent qu'ils ont attaqué les prud'hommes, ou ils ont saisi la justice pour les prud'hommes pour essayer d'avoir les ACDIC, le retard des ACDIC. Et pareil, ça fait 8 ans de combat où t'as bossé pendant 15 ans avec des fiches de paye et on te dit non, t'as le droit à rien. Et là, tu dis, c'est pas possible, il y a un complot généralisé contre eux, c'est un truc de ouf. Donc, ils blablatent autour de ça. Si ça vous intéresse plus en détail, n'hésitez pas à aller regarder leur vidéo. Il y a autre chose qui est très intéressant. Ils abordent vite fait le sujet. Moi, j'ai ma petite idée sur de qui ils parlent. Ils ne citent pas précisément la chaîne YouTube de laquelle ils parlent. Grosso merdo, ils expliquent comment ils ont démarré Neo et Swan. Comment Neo et Swan, ils ont démarré la chaîne YouTube. Qui, la chaîne YouTube, je vous rappelle, a été créée bien après ces histoires d'Euro Challenge. La société n'existait plus, tout était fermé. Et Neo et Swan a très vite explosé en notoriété. Beaucoup plus vite que les concurrents, parce qu'il existait déjà beaucoup des chaînes d'enfants un peu à gauche à droite. Et Neo et Swan a eu beaucoup plus de notoriété que les autres, et il y a eu des grosses jalousies. Et des trucs de fou. Des années. Mais en gros, il nous dit de pas nous inquiéter, quoi. Oui, c'est ça. Il nous dit qu'on doit répondre aux questions et que le reste du temps, il faut vivre notre vie. Mais ben, c'est pas pour un manager ou un network. Au début de l'été 2016, alors que la chaîne YouTube vient d'atteindre son 1er million d'abonnés, on est en train de faire des tas de projets avec les garçons, des projets de voyage, des projets d'aventure pour les grandes vacances. Et là, un blog anonyme apparaît sur Internet, soi-disant pour soutenir les victimes d'Euro Challenge. Et je me souviens de ce blog anonyme. Je me souviens de ce blog anonyme. Parce qu'il a été matraqué absolument partout. Soi-disant, mais en réalité, ce blog affiche notre identité et notre chaîne YouTube, et il mélange les deux activités en fait. Il fait un amalgame complet en fait. Il fait un amalgame entre Euro Challenge et notre chaîne YouTube. Le but semble être de salir au maximum la famille de Swan et Neo. Et la personne qui se cache derrière ce blog fait beaucoup. Et pareil, hein, vous vous rendez bien compte, le délire d'harcèlement, de menaces, d'intimidation et de violence et de vulgarité que se sont mangés Neo et Swan. Ils font un contenu que j'aime pas du tout sur YouTube, mais ils ne méritent pas cet acharnement et cet harcèlement et cette violence et cette vulgarité qui se mangent non-stop. T'imagines les épaules qu'ils doivent avoir? C'est assez incroyable. En plus de ça, sa mère qui est malade et ses parents qui ont fait de la tôle un peu, c'est très compliqué hein, ces quelques dernières années vis-à-vis de tout ça. Et beaucoup d'efforts pour qu'il soit diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Donc il contacte notamment nos abonnés dans l'espace commentaire, il diffuse sur Facebook, à l'époque c'est Facebook, hein, c'est les débuts des réseaux sociaux, il contacte aussi nos abonnés sur Facebook, il contacte aussi nos partenaires, notamment à ce moment-là on est en train de soutenir une association pour aider les enfants malades. Et notamment également des créateurs de contenu, hein. J'ai souvenir qu'il y avait des mails et des contacts et des machins de tout créateur de contenu. Alors à l'époque, moi, je faisais pas d'Ali Bourdin. Je faisais que du gaming, donc on n'a rien à péter de ce truc.
Mais c'était Et fou. contacte l'association pour lui envoyer le blog et pour qu'ils arrêtent évidemment de collaborer avec nous. Et il contacte aussi tous les youtubeurs critiques du moment pour les inciter à générer du drama. Donc bien sûr, ce blog nous fait énormément de mal. Oui, c'est pas tant le fait qu'il parle d'Eurochallenge, c'est surtout qu'il essaye de nous faire passer pour des parents horribles. Cette personne prétend qu'on profiterait de nos enfants et ça lui permet de ternir l'image de notre famille sur Et qu'on l'aime ou pas, je trouve qu'il n'y a rien de toxique dans la relation enfant-parent dans les vidéos de Neo et Swan. Je trouve qu'elle est lambda. Lambda. Il y a des chaînes où je me dis, putain, là, ça a l'air vraiment toxique. Ça a l'air... T'as l'impression que le gamin, c'est un robot. Et les parents ont l'air très toxiques derrière. J'en ai vu plein. Hein. Comme j'ai eu ma première, elle était petite, elle est tombée sur des chaînes de gamins, et du coup, elle en a regardé plein. J'ai regardé plein avec elle aussi pour voir à peu près. Vous vous rendez pas compte, des milliards de vues. C'est une niche très particulière que personne ne remarque. Mais c'est des milliards et des milliards de vues. Et comme les gamins s'en foutent de quelle langue, moi je suis tombé sur des chaînes, et regardez des chaînes pareilles de gamins comme ça, russes, indiens, thaïlandais, chinoises, hongkongais, bref, j'ai eu tous les pays, j'ai vu à peu près tous les pays. Et au final, quand tu fais le compte de tout, Neo et Swan, ça a l'air d'être le plus chill. C'est insupportable, mais ça a l'air d'être le plus chill où ils s'amusent à peu près, tu vois. Il y en a une autre là où j'ai regardé souvent, c'est deux sœurs. Une un peu grande, un peu grosse, et une un peu plus petite. Pareil, le jeu d'acteur est insupportable. Et j'ai regardé des heures et des heures. Livrer ses enfants aux réseaux sociaux, ça reste très limite pour moi. On est d'accord, c'est tout un autre débat. C'est tout un autre débat. Mais ouais, on est d'accord. YouTube. Moi, je suis surtout très inquiète à ce moment-là pour Swan et Neo. Je suis inquiète des répercussions de ce blog sur eux. J'ai peur qu'ils subissent du harcèlement. Non, c'est pas les sœurs Notamment Olsen, c'est Melinka et sa sœur. harcèlement à l'école, parce que le blog est lancé au début d'été, mais j'ai peur qu'à la rentrée, voilà, ça les poursuive dans la cour de récréation. Donc là, ça commence sérieusement à m'angoisser. À partir de là, un cyberharcèlement intense commence, dont notre famille va être victime pendant des années et jusqu'à aujourd'hui. C'est le point de départ de nombreuses vidéos critiques de YouTube. C'est chelou les chaînes pour gamins, c'est chelou en fait. Je vois pas l'intérêt, mais quand je regarde des gamins ou des copains, des gamins de copains, ils tombent sur ces chaînes et qui sont absorbés, je fais mais qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant là-dedans? En fait, on est juste trop grand, je crois, pour saisir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans. Youtubeurs qui prennent même pas la peine de nous rencontrer et qui préfèrent prendre pour argent comptant tout ce que dit le blog mensonger. Évidemment, ils préfèrent faire des vues avec un drama. Et c'est le début d'un vrai calvaire psychologique pour moi, parce qu'à partir de là, et pendant toutes les années qui ont suivi, je vais subir un véritable cyberharcèlement permanent et une remise en question constante de ma capacité à être une bonne mère pour mes enfants. Jusqu'à cette période-là, on n'avait que des commentaires positifs sous les vidéos de la chaîne. On recevait que des messages gentils en fait, et plein de bienveillance. Oui, et puis il y a la télé qui faisait ça avant YouTube, hein. C'est pas nouveau. Hein. Moi, je suis des années 80, t'as l'exemple classique de Jordi, par exemple. Et en dehors de nos vidéos, peu de gens parlaient de nous, en fin de compte, et ça nous allait très bien comme ça. Et à partir de l'été 2016, une polémique commence pour nous, pour notre famille, et elle ne s'éteindra plus jamais. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger, et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le même type de vidéo que nous, voilà. Avec ses deux filles. Voilà, on a 2 garçons, lui il a 2 filles. Alors du coup, un papa qui fait des vidéos avec ses 2 filles, pour moi, il n'y a que Studio Bubble Tea, en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, Amelinka et sa sœur, les parents n'interviennent pas. Ou très rarement, je crois. Après, il y en a peut-être d'autres que je connais pas. Ce papa, il était présent sur YouTube. Et par contre, le papa de Studio Bubble Tea, alors maintenant, je sais plus, parce que Studio Bubble Tea, j'ai pas regardé depuis des années. Je suis même pas retombé sur ses vidéos au niveau algorithme. Je sais même pas s'il fait encore des vidéos. Mais à l'époque, c'était... Alors, vous pouvez me confirmer dans le chat, je peux me tromper, mais... À l'époque, c'était lui qui apparaissait avec les gamins, mais en costume tout vert pour garder son anonymat. C'était d'un cringe absolument catastrophique. Ça m'angoissait de fou furieux, ça me foutait des sueurs froides. C'était bien ça, hein? Vous pouvez me confirmer. C'était incroyable de cringitude. C'est pour ça que Neo et Swan, quand tu voyais avec leur mère, ils agissaient normalement, en fait.
L'autre, c'était un cringe. Et donc, pour moi, il parle de Studio Bubble Tea. Bah, bien avant nous. Mais sinon, je vois pas de qui d'autre il pourrait parler. Sa chaîne fonctionnait très bien. Il pensait être le premier youtubeur français à atteindre le 1 million d'abonnés avec une chaîne YouTube familiale. Et ça, parce que ils racontent leur chaîne. Et si tu as suivi un peu l'avènement en fait, de l'empire Neo S1, parce que c'est un empire, hein, ça reste assez chill. Ils ont l'air assez humains. J'entends par là. Là où Studio Bubble Tea et d'autres chaînes, ça a l'air extrêmement calculateur. Et apparemment une jalousie de fou Et furieux. en fait, on a atteint le 1 million d'abonnés juste avant lui. Et visiblement, Ça lui a pas plu. ça lui a pas plu du tout. C'est devenu même obsessionnel. Donc il a réalisé une petite enquête sur nous. Il a trouvé Sophie a liké des commentaires qui parlent du papa de Studio Bubble Tea sous sa vidéo, donc ça confirme que c'est... Okay, évidemment Euro Challenge. Il a créé le... Oui, les vidéos où il avait la trique dans la piscine avec ses filles. Elle avait fait le tour à l'époque. En fait, je pense tout simplement qu'il n'avait pas la trick, c'est juste que t'es dans l'eau. Et il avait qu'une combinaison moulante. La moule. Je vais rester là-dessus. Pas aller plus loin, quoi. Le blog. Ouais, il était dans sa combinaison, tu sais, super. Ça avait fait. Vous n'êtes pas au courant? Vous manquez de culture générale sur les dramas YouTube. Et ensuite, il a tout tenté pour essayer de nous détruire. En fait, il était dans... Alors, attends. Studio Bubble Tea. Ouais, mais attends. Papa vert. Mais non. Et maintenant, il se montre, je crois. Mais pendant un moment... il était dans une espèce de combinaison dégueulasse verte pour garder son anonymat. C'était incroyable. Bon, on va pas chercher maintenant. Mais c'est vraiment la combinaison toute verte. Vous savez, le mème là... Attends, je vais essayer de le retrouver. Mème, YouTube... Qu'est-ce que je peux mettre? Non, je le retrouverai pas. C'est pas grave. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Pour détruire notre réputation, pour détruire notre image, pour détruire la chaîne YouTube. L'eau, ça moule. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je suis déjà allé dans des piscines avec des shorts de bain, tu sais, très larges. Quand tu sors de l'eau, outre apparente. C'est parce que tu sais, t'as le short qui te colle bien. Apparente. Même pour détruire les contacts qu'on avait avec différents partenaires. Ouais, voilà, c'est ça le truc de cet élément. Des mensonges que contenait le blog, l'auteur a balancé toutes nos coordonnées personnelles, notre adresse, nos noms de famille, nos informations personnelles, tout. La totale. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Néo rentrait en 5e, le collège était à proximité de notre domicile et il... Donc, ouais, elle explique que c'était vraiment très très grave et tout le bazar, et tout ce qu'ils ont subi et blablabla. Écoutez en détail, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils ont subi à cause de ça. Le plus fou, et là, il faut vraiment être vicieux. Regardez le vice du truc. Hamster qui a fait toutes des choses qui n'étaient pas possibles en appartement. On avait Nuts, bien sûr, hein, notre hamster qui a fait partie du déménagement. Mais voilà, les autres animaux en appartement, c'était un peu compliqué. Donc là, ils étaient contents, et beaucoup de place, beaucoup d'espace pour Swan. Voilà, c'était bien. Du coup, on a transformé le négatif en positif. Exactement. Mais l'auteur du blog, donc le papa avec ses 2 filles, il s'est pas arrêté à ce blog de diffamation. Il a carrément déposé la marque Neo S1 auprès de l'INPI. Donc c'est fort ça. Oui, c'est sûr. Donc l'INPI, c'est l'organisme qui gère les dépôts de marques en France. Voilà. Donc il a déposé la marque Neo S1 et ensuite il a écrit à YouTube pour leur dire « Regardez, je suis le propriétaire légal de la marque Neo S1. Cette chaîne YouTube, puisque à ce moment-là, notre chaîne YouTube s'appelait Neo S1. Cette chaîne YouTube porte le nom de ma marque, donc elle n'a pas lieu d'exister en fait. Je vous demande de supprimer la totalité des vidéos sur cette chaîne et de supprimer totalement cette chaîne YouTube parce qu'en réalité, elle m'appartient et ces personnes usurpent ma marque. » Et ça, des histoires comme ça s'invente pas. Ils disent, ouais, on peut pas trop leur prêter, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ce genre de truc, spécialement, ça s'invente pas. C'est trop précis. Et au-delà de ça, le délire de penser à ce genre de strat pour détruire un concurrent, c'est inhumain. C'est d'une immondice. Ah oui, c'est déter.
Pour moi, lui, par contre, mérite de la prison pour ça. C'est inhumain. Inhumain. D'harcèlement, de haine et je sais pas, de perversité pour avoir une idée comme ça. Donc le mec, il a essayé de faire un hold-up de la chaîne YouTube de Solaneo. Oui, Carrément. ça, Il a déposé la marque, il a dit c'est ma marque, effacez tout. Donc je vous explique pas dans quel état on était le soir où on a reçu le message de YouTube qui nous informait de tout ça. Là, donc la chaîne aurait pu sauter. Alors je vous zappe le résumé, mais grosso merdo, ils ont fait des recherches et ils ont réussi à prouver que la marque a été déposée à l'INPI par un faux nom et une fausse adresse. Et donc que le dépôt de marque était caduque. Et donc la chaîne a finalement, elle n'a rien risqué, heureusement. Ils reviennent sur Eurochallenge. Il faut dire que tous nos comptes ont été saisis. oui. Il a fait un peu comme le papa de Louis San. Ouais. Alors on a fait une vidéo sur le papa de Louis San. Enfin, Louis San avait donné un droit de réponse sur l'histoire de la marque Layol. Alors moi je disais la guiole, mais apparemment ça se dit Layol. On a fait une vidéo là-dessus, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est un cas un peu différent, mais très similaire. Tous les comptes bancaires avaient été vidés. Same, but different. Et saisis pendant la nuit. Donc là, nouveau coup dur, nouveau coup sur la tête, nouvelle galère. On a contacté notre avocat et assez vite on a su que c'était en rapport avec l'affaire Eurochallenge. Donc comme on voulait dire, La guiole, tu sais les couteaux, les couteaux de marque là, ça là. Les couteaux là. Donc la guiole, mais d'après ce que j'ai compris, ça se prononce l'aïeul. En fait, le G se prononce pas. Et le père de Louis San a déposé cette marque pour faire d'autres produits que des couteaux. Et surfer sur la notoriété de la marque, grosso merdo. dit précédemment, les vidéos avaient commencé à générer des revenus qu'on avait mis de côté sur un compte pour Swan et Neo. Et donc la justice a estimé que cette somme, c'était certainement le fruit de l'infraction, que c'était certainement de l'argent qu'on avait récupéré grâce à Eurochallenge. Alors que c'était bien précisé que ces sommes arrivaient de Google Irlande. Hein. On se demande comment ils ont pu penser ça, mais ils l'ont fait. Donc pour... Et la justice se pose pas de question. Vous avez de l'argent sur votre compte, ça vient d'Eurochallenge. Mais c'est Google Irlande qui m'a payé, c'est notre chaîne YouTube. Bah! Et après, quand tu vois les avocats, les juristes, les tribunaux, la justice et la police, en fait, ils n'ont rien à battre de la vérité. Ils veulent juste clôturer le dossier le plus vite possible et qu'ils passent à autre chose. Ou alors, de toute façon, c'est pas le 24e arrestation de Momo et qui se fait arrêter, et du coup, pas besoin de le relâcher, tout, faut le relâcher et tout. Non, là, oh putain! J'ai 2 blancs que je peux coffrer. Pour rappel, chez Eurochallenge, on était salariés comme les autres, on n'avait pas de part Une abeille, pas une mouche, partez pas là-dessus, s'il vous plaît. sociale, on n'avait pas de bénéfices, on n'avait pas de dividendes. Bref, attends, blablabla. Écoutez ça. Notre vie et notre vie financière, elle a aussi bousculé l'affaire Eurochallenge. Jusqu'à cette saisie, lorsque ma famille nous voyait faire des vidéos, ils nous prenaient pas au sérieux. Non, ils nous disaient qu'on ferait mieux d'aller chercher un vrai travail, qu'il fallait qu'on arrête de faire les guignols Ouais. avec nos enfants. Puis Ça va. Ça, c'est les gens qui connaissent pas YouTube. Parce que mine de rien, faire Neo Swan, ça fait combien de vues Bon, après, évidemment, ils ont perdu avec toute cette mauvaise presse. Ils ont un peu perdu en termes d'aura. Mais ils font quand même beaucoup de vues, je pense encore. Je pense que l'Empire Neo Swan, ça carbure. Yo, Parce que tout de le toute façon, monde, les gamins, ils s'en foutent. Hein, les gamins. Ils s'en battent les steaks. T'en faire juste comme ça, juste pour le fun. 7 Yo, millions tout le monde, on espère 6,8 que- millions d'abonnés. Ils font 24 millions de vues. Sur la première chaîne. Et sur la chaîne Yo, de... tout le monde, on espère. Dans l'autre, c'est quoi? Alors ça, c'est Swan et Neo. Ah non, c'est Swan The Voice, pardon. Et Neo et Swan, la chaîne en duo, 6,8 millions d'abonnés. 24 millions. Attends, mais c'est la même chaîne. J'ai fait quoi comme connerie? Ah oui, non, Swan et Neo, c'est Swan The Voice. Et après, ils ont chacun leur chaîne respective, mais bon, bref. Avec 24 millions de vues, ça va. Ils gèrent. Plus les autres chaînes, plus les produits dérivés. Vous comprenez pas qu'on passe au... Et t'as les autres qui... Ouais, vous voulez pas vous trouver un vrai travail? Gros, je paye ton RSA avec ça. C'est moi, tu veux pas te trouver un vrai travail, psychodélique? Je paye ton RSA avec ce travail. C'est comme tu veux, hein, tu veux que ton RSA diminue? Non? Eh bah, partage ma chaîne alors si tu veux que ton RSA augmente. Autant de temps en famille... Ça les dépassait, ouais. Ça les dépassait, ouais. Ouais, ouais. Et ils nous prenaient pas du tout au sérieux. Quand la saisie est intervenue, les montants saisis ont... Qui peut bien regarder ce genre de chaîne? Suisse, vous ne rendez pas compte. Nous, les créateurs de contenu lambda, tu peux même foutre Squeezie, PewDiePie,
MrBeast, JDG, on est un grain de sable, on est une petite bulle dans YouTube. Quand tu regardes le YouTube des gamins, le YouTube des gamins, c'est des milliards de vues. C'est un truc de dingue. Et vous passez totalement à côté de cet algorithme parce que vous n'avez pas de gamins. Mais vous vous rendez pas compte. C'est monstrueux. Ah, j'ai jamais compris ce délire de famille, là, c'est nul. Ça plaît énormément. Ça plaît énormément. Moi, ma mère en regarde. Ça lui plaît. Je dis, des gamins adorent regarder ça. Et beaucoup de parents sont tellement saoulés par les gamins de les poser 1 heure, 2 heures devant YouTube à ce truc et puis ils peuvent faire autre chose. Oh, il y a beaucoup de parents qui peuvent souffler comme ça. Ont été accessibles. Montre-leur une vidéo d'Aki. Je sais pas laquelle en particulier, tu vois, je pas. Tiens, une qui était très célèbre, c'était Ryan. Ryan Kids, merde, comment il s'appelle? Ryan's World, 40 millions d'abonnés. 40 millions d'abonnés, 300 millions de vues par mois. Ok? Ça marche. 700 000 vues. Oui, oui, j'ai compris. Ça plaît énormément. Parce que ça intéresse les gamins. Ils se voient, les gamins, dedans. Vous vous rendez pas compte du bordel que c'est. Et encore, Ryan Ward, il est en train de péricliter. Mais il y a d'autres chaînes, ça brasse un pognon. Juste, je peux même pas vous la montrer à cause des droits d'auteur, mais Baby Shark. Baby Shark. Vas-y. Allez, devinez le nombre de vues, sans tricher. Devinez le nombre de vues. Sans tricher. Sans tricher. Ok, devinez le nombre de vues. Toutes les personnes parties prenantes du dossier. Oui, toutes les personnes qui avaient accès au dossier judiciaire de Rouge-Challenge ont eu accès aux sommes qui avaient été prises. Et notamment ma famille. Et là, d'un coup, ils ont trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ah oui, ça. 1 milliard, 100 millions, 150 millions, 2 millions, 3 milliards, 30 milliards, 15 milliards. 15 milliards de vues. 15 milliards de vues. Vous vous rendez pas compte la bulle des gamins. Et beaucoup plus sérieux. Ça a l'air de les intéresser. Écoutez, revenons à Neo Swan. Écoutez ce qu'ils disent là par rapport à ses parents et sa famille. Ils nous disaient qu'on ferait mieux d'aller chercher un vrai travail, qu'il fallait qu'on arrête de faire les guignols Oui. avec nos enfants. Puis ils comprenaient pas qu'on passe autant de temps en famille. Ça les dépassait, ouais. Ça les dépassait, ouais. Ouais. Et ils nous prenaient pas du tout au sérieux. Quand la saisie a intervenu, les montants saisis ont été accessibles à toutes les personnes parties prenantes du dossier. Oui, toutes les personnes qui avaient accès au dossier judiciaire de Rouge-Challenge ont eu accès aux sommes qui avaient été prises. Et notamment ma famille. Et là, d'un coup, ils ont trouvé ça beaucoup plus intéressant. Ah oui, ça et beaucoup plus sérieux. Ça a l'air de les intéresser, là. Mon frère aîné a voulu immédiatement lancer sa chaîne YouTube avec sa fille. Oui. Écoutez ce passage. Écoutez ce passage. Pourquoi j'ai eu un bug? J'ai entendu un boubou, j'aime pas ça. Sa fille avait à peu près l'âge de Swan, donc il a voulu faire la même chose. Mais comme son nombre d'abonnés n'augmentait pas assez vite, il a décidé de prendre l'image de Swan et Neo et de le mettre sur sa chaîne pour essayer de capter les abonnés de Swan et Neo. Alors en fait, il avait mis la photo de Swan et Neo directement sur la bannière de sa chaîne YouTube et il avait fait sortir une bulle de la bouche de Swan et Neo comme une bande dessinée en fait. Dans la bulle, ça disait « Abonne-toi à la chaîne de notre cousine pour faire partie de la famille de Swan et Neo ». Il a aussi contacté nos abonnés via Facebook, via l'espace commentaire, via Instagram, via toutes les possibilités pour contacter nos abonnés et les informer. Mais qu'il fallait qu'ils viennent faire partie de la famille. C'est ça, et rejoindre sa chaîne. Et rejoindre sa chaîne. Et avec une famille comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Attends la suite. Attends la suite quand la matriarche va débarquer. en quelques jours, il a atteint plus de 100 000 abonnés. Ça a fonctionné. Ouais, c'est ça. Bien sûr, les abonnés, ils étaient persuadés de bien faire.
puisqu'à l'époque, faire partie de la famille de Swan et Neo, ils en avaient très envie. Donc ils se sont dit, bah super, ça va encore plus me rapprocher d'eux. Et ils se sont abonnés à cette chaîne, alors qu'en fait, nous, on n'était pas du tout d'accord. Et les garçons, Swan et Neo, n'avaient pas du tout donné leur accord pour que leur image soit utilisée sur une autre chaîne. Ouais, surtout ça. J'ai essayé de raisonner mon frère par message, j'ai essayé de l'appeler, il me répondait pas, j'ai essayé de le voir, il me répondait pas. C'est balèze, hein. Ils utilisent tes gamins, mais ils te répondent pas. Il voulait pas ouvrir sa porte. Non, il m'a même pas ouvert sa porte. Donc tout dialogue était impossible. Je le reconnaissais plus. Je savais plus à qui j'avais affaire. Il avait complètement vrillé. Tout d'un coup, c'était comme si le plus important, c'était de faire grossir sa chaîne au détriment des relations familiales. Du coup, je suis allé voir ma mère pour qu'elle essaye de le raisonner. Elle s'est rapidement rangée de notre côté. Elle trouvait que c'était des manières de pirate et elle comprenait pas qu'on puisse en arriver là. Elle m'a assuré qu'elle laisserait pas mon frère voler l'image de Swan et Neo comme ça et qu'elle allait le raisonner. Et finalement, sans que je sache pourquoi, elle s'est ralliée à mon frère aîné. Et ça me prendra 8 ans pour savoir pourquoi elle a fait ça. Vous allez le savoir dans quelques instants, parce qu'elle a fini par l'avouer à mon avocat pendant le procès en appel. En fait, vous vous en doutez sûrement déjà, c'est un rapport avec l'argent. L'argent, ça pervertit les gens, ça détruit des familles, ça fait des conflits pas possibles. Ça rend les gens fous. Ça rend les gens complètement fous. Et ça, je ne peux que corroborer avec eux. Hein. Ça rend les gens tarés. T'imagines, ta mère te trahit avec ton frère parce qu'ils ont senti qu'ils pouvaient se faire plus de fric que s'ils étaient gentils avec toi. J'avais de la famille. Quand mon père est décédé, on venait d'enterrer mon père. C'est-à-dire Google Chrome qui décide de planter et de relancer. Comme si le plus important, c'était de faire grossir sa... Papa, t'es là? Papa, c'est toi qui t'es manifesté. C'est quoi? Google s'est fermé, s'est relancé. Ok. Le chat aussi a sauté. Alors attends, j'ai plus votre chat. Trop bizarre. Trop bizarre ce qui vient de se passer. C'est bon, vous êtes là? Donc je disais, mon père est décédé. Donc j'ai emmené mon père en corbillard de Paris à mon village en Serbie. Il est resté 3 jours dans la maison, on a fait tout ça avec toute la voiture, toute la famille qui vient et tout le bazar. On va au cimetière, on enterre mon père, ma mère elle est dévastée, moi j'essaie de tenir comme je pouvais. On descend du cimetière, qui est sur une colline, on descend du cimetière dans la maison familiale pour continuer à recevoir la famille et tout le bazar. Même pas 1h30 après être descendu, j'avais déjà de la famille sur le dos. Ton père, il a un tracteur qui me serait bien utile. Il avait aussi une voiture, parce que j'ai mon cousin, il vient de passer son permis, mais on n'a pas d'argent pour la voiture. Il y a les champs aussi qui seront plus utilisés, du coup, parce que du coup, nous, ça pourrait nous servir. Ah, mais c'est ton cousin, c'est ton parrain, c'est ton oncle, et tu penses qu'à ça? Je suis désolé pour toi, mes condoléances. C'était il y a longtemps, hein, Minis. Hein, il est mort en 2004. Il est mort il y a longtemps. Mais quand ça touche l'argent des chacals, et pour la petite histoire, je les ai tous envoyés chier et j'ai donné un usufruit aux voisins. Écoute, tu donnes rien à ma famille. S'ils te parlent, tu leur dis voyez avec Dalibor. Et toi, je te donne tout. L'usufruit, les tracteurs, les voitures, tout, tu fais ce que tu veux. On va voir l'huissier demain en ville. L'avocat, je te donne, je sais pas comment on appelle ça en français, je te donne pour le match en serbe, un droit d'utilisation, un droit d'usufruit. Tu me payes juste les impôts sur les champs, c'est vite fait, et tout le reste, et tu envoies chier tout le monde. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Sa chaîne au détriment... Bah, c'est pour ça, là, quand je vois sa mère qui le trahit pour du fric, des relations familiales. Du coup, je suis allé voir ma mère pour qu'elle essaye de le raisonner. En fait, vous vous en doutez sûrement déjà, c'est un rapport avec l'argent. L'argent, ça pervertit les gens, ça détruit des familles, ça fait des conflits pas possibles. Ça rend les gens fous. Ça rend les gens complètement fous. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est pour ça que je déteste l'argent. Enfin, les gens qui ne vivent que par l'argent, je les supporte pas. Je ne les supporte pas. Je l'ai trop vécu dans ma famille, dans mon entourage, en fait. Je les supporte pas.
surtout dans les familles. Oh oui. Comme mon frère était soutenu par ma mère, j'ai été obligé de faire appel à un avocat pour qu'il cesse d'utiliser l'image de Sol et Néo sur les réseaux sociaux. Mais même malgré une mise en demeure, mon frère a continué tranquillement à utiliser l'image de mes fils et on a été obligé d'aller en justice. Et là, forcément, la justice nous a donné raison, puisqu'effectivement, ce sont des manières de pirates et on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de voler l'image de quelqu'un d'autre pour Bah non. voilà, à des fins commerciales, du coup. Et donc, 56-40, la mère qui se retourne contre son fils. Lumière du coup de massue qu'on allait se prendre sur la tête. L'avocat nous a annoncé que ma mère et mes frères ont demandé à être reçus par la juge d'instruction pour faire une déposition complémentaire. Oui, même mon frère cadet. Et tous les trois ont dit à la juge qu'ils revenaient sur leur première déposition qu'ils avaient faite il y a de nombreuses années. Et ils ont dit que finalement, c'était pas le directeur juridique qui prenait les décisions quand la gérante n'était pas là, c'était pas lui qui avait créé tous les problèmes dans l'entreprise, et je le fais en mille, ben c'était nous deux, les responsables finalement. Et ça, c'est incroyable. Là, c'est du Netflix. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est quoi l'histoire? On peut m'expliquer? Regarde la vidéo du début quand elle sortira demain. D'après eux. Exactement. En gros, ils ont dit qu'on avait pris le pouvoir dans l'entreprise, qu'on avait évincé ma mère de ses fonctions de gérante, et que tout ce qui était reproché... 28 000 dislikes sur cette vidéo, ça me fout la jarre. Bah, parce que les gens vont pas regarder 2h14, hein. Ils vont juste dire, ah, c'est les parents, c'est les connards, et bla. C'est tout. Ils sont devenus inaudibles pour la très grosse majorité. Hein. Chez l'entreprise, c'est à nous reprocher à nous. C'est que du blabla sans preuve comparé à la vidéo de Sylvain qui a pu s'y dire. C'est qui Sylvain? Ah oui, tu parles de Sylvain par rapport à Pierre Chabrier. Oui, ça reste du blabla sans preuve, on est d'accord. Après, ils sont pas dans la même... c'est des parents. Hein. Pas du tout dans le même truc que Sylvain avec... c'est pas du tout la même approche. Après, c'est facile. Hein. Tu veux débunker, les concernés, ils peuvent dire, ils racontent de la merde, regarde. Résumé, ils avaient dit à la juge bien qu'on était les seuls responsables de tous les problèmes, de tout ce qui était reproché à l'entreprise, qu'on Et franchement, c'est tellement tordu que... paraît crédible. avait pris le pouvoir en 2010, voilà, et que on était vraiment les seuls à blâmer. Et ça, ils s'en rendaient compte maintenant. Oui, voilà. Et en plus, la vidéo est sans cristaux de menthe. Beauté. Il y avait une, Voilà, tout d'un coup, révélation. Voilà. Voilà. Maintenant, c'était plus le directeur juridique. Ils ont réfléchi et en fait, c'était nous. Et en fait, c'était Voilà. nous. Voilà. Donc là, évidemment, pour reprendre les termes d'Astérix le Gaulois, le ciel nous est complètement tombé sur la tête. Et un autre passage qui est fou, c'est ici. Ah oui, là, on touchait le fond, là. Ça dépassait tout ce qu'on aurait pu imaginer. Mais on s'est dit, c'est pas possible que la justice lui accorde du crédit. Ils ont dit exactement le contraire quelques années auparavant. Ah oui, précisément le contraire. Ils avaient chargé le directeur juridique au maximum, et là, ils ont vraiment Ils ont brillé, ils ont... retourné leur veste complètement. Ils ont dit exactement le contraire par rapport aux premiers interrogatoires. Et malgré le fait que c'était complètement hallucinant, bah c'est passé auprès de la justice, ils ont été entendus, ça a été acté, ça passe crème. Oui, la justice les a crus, en fait. A priori. A priori, ouais. A priori, la justice les a crus. Alors moi, j'ai demandé une confrontation avec ma famille, pour qu'ils... Imagine, il doit demander une confrontation avec sa propre mère. A priori, ouais. A priori, la justice les a crus. Alors moi, j'ai demandé une confrontation avec ma famille, pour qu'ils me regardent droit dans les yeux en disant leurs mensonges. Si je suis là en face d'eux, ils vont pas continuer à mentir. Mais la juge a refusé la demande en indiquant qu'il n'y avait plus le temps de la procédure, etc. Oui, elle a dit que l'enquête avait déjà duré assez longtemps, qu'il fallait qu'elle clôture. Donc non, c'était Voilà. pas possible. Et ça, pour moi, c'est juste totalement véridique. Quand on voit tous les exemples qu'on a fait récemment autour de la justice qui est complètement what the fuck et hors sol, ils en ont rien à battre. On est des numéros pour les juges et tout ça. Elle a bien eu le temps de les recevoir, eux, pour recevoir leur déposition délirant. Mais par contre, pour la confrontation, là, il n'y a plus de temps. Nous, on était toujours aussi naïfs. On pensait que la justice cherchait la vérité. On s'est Steak. Ils s'en battent les steaks, la justice de la dit, c'est vérité. pas possible. Déjà, il y a eu le directeur juridique qui se fait passer pour un lanceur d'alerte, alors que c'est tout le contraire. Et maintenant, la famille de Greg qui nous met tout ça sur le dos. Oh, mais à un moment donné, quand même... C'est gros, quoi. Il faut c'est ouvrir énorme, les yeux. c'est énorme, Ouais. voilà. À un moment donné, ils vont... En fait, c'est une application qui fait bugger. Ça vient de me le refaire là, mais là j'ai eu un truc, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça vient d'où cette application à la con? Chelou. Ah putain, Electronic Arts. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh, ça doit être l'application Electronic Arts.
J'espère que ça va tenir. Ouvrir les yeux quand même. Non. Non, apparemment... Cette nouvelle version arrange tout le monde. Voilà, cette nouvelle version semblait arrangée. Voilà, absolument. Depuis qu'il y avait eu la saisie, a priori, cette nouvelle version où on était les deux seuls responsables... C'est bien, ça convient. Ça convenait à tout le monde. Ouais. On est sorti de chez l'avocat complètement sonné, on était sous le choc. Malgré ce que mon frère m'a fait en volant l'image du garçon, j'aurais jamais imaginé que ma famille puisse me faire ça. Jamais on aurait imaginé qu'ils iraient jusque-là. Jamais. Se faire trahir par un collègue de 15 ans, c'est dur, c'est difficile à avaler. Mais se faire trahir par sa propre mère, ses propres frères... C'est pas ça qui fait donner. Ça... Ouais, c'est trop pour toi, ça. C'est balèze, hein, de se faire trahir par sa propre mère. Encore ses frères et tout, tu dis, mais sa propre mère, c'est chaud. C'est peut-être ça. J'étais en train de charger mon petit Ambernic. Peut-être qu'il s'est rallumé. Et du coup, la disque dure essaie d'accéder. C'était chaud. Hein. Je sais pas, après, forcément, ça fait 10 ans d'enfer qu'ils ont vécu, donc ils ont beaucoup de recul sur cette vidéo. Il y a des moments où ils craquent un peu aux larmes sur la vidéo. Je sais pas si je les ai timecodés, mais c'est pas spécialement intéressant. À 1.04, ils expliquent que leur premier avocat qui les avait aidés dans le premier jugement expliquait non, vous inquiétez pas, je gère le dossier et tout. Et en fait, quand le jugement est arrivé, ils se sont rendus compte que l'avocat, il s'en foutait du dossier, il gérait rien, il avait rien préparé et c'était la merde. Mais c'est pas grave. La violence de l'avocate, ça c'est intéressant aussi. Quand tu vois la gueule des avocats complètement insensibles et inhumains, l'avocate de l'adversité. Hein. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais plus de quoi elle est malade, la mère de Sophie, mais elle a des grosses crises par moment. Et avec tout le stress que ça a engagé, la procédure, le jugement, la prison et tout le bazar, elle marchait avec des béquilles, quoi, elle en pouvait plus. Juste nous deux. Ah, là, en gros, c'était ça. Hein. Ensuite, il y avait la famille de Grey qui avait dit que non, finalement, c'était juste nous deux. On était 13 prévenus quand même dans ce procès. Et les 11 autres prévenus avaient fait des dépositions au départ où, effectivement, ils accusaient aussi le directeur juridique. Hein. Et là, tout le monde s'est retourné à l'audience. Tout le monde s'était réorienté, en fait. Voilà, tout le monde s'était réorienté. Et là, c'était nous deux. Voilà, pour tout le monde, c'était nous deux. En fait, c'était même pas la peine d'aller à l'audience. On y est allé, on a perdu notre temps et surtout, on s'en est pris plein la figure. Et en fait, c'était plié. En gros, c'est comme s'il y avait un groupe de personnes qui nous accusaient en nous montrant du doigt. C'est eux. Et finalement, ça suffit. Voilà, tout le monde se rallie. C'est bon. Donc c'est eux, il n'y a pas besoin de chercher. Pas besoin de preuves non plus. Hein. Oui, c'était ça. C'était exactement ça. Les avocats des autres prévenus étaient très agressifs avec nous. Moi, il y a une avocate qui est... C'est une maman, si j'ai pas la ref. L'avocat des autres prévenus était très agressif avec nous. Moi, il y a une avocate qui clairement m'a accusée de faire semblant au niveau de ma santé, puisque forcément, pour l'audience, normalement, quand vous parlez à la cour, vous devez vous tenir debout. Moi, c'était pas possible, je pouvais plus tenir debout sans appui, en fait. Donc j'étais assise, j'avais bien sûr donné un certificat médical, hein, mais du coup, l'avocate m'en a mis plein la tête en mode vous tenez assise, alors que sur vos réseaux sociaux, vous êtes debout, on voit bien que là, en gros, vous faites semblant, enfin, c'était d'une violence. Et à quel moment un avocat a le droit de faire ça? Un truc de fou. La magnifique justice française et les avocats et tout ça. Donc après, ils expliquent, on va pas s'arrêter spécialement en détail, ils expliquent quand ils ont reçu le jugement, donc le jugement c'était 5 ans de... J'imagine, de toute cette histoire, 5 ans de prison ferme ont été réquisités... non, 5 ans de prison dont 3 fermes. Ça, c'est ridicule. 3 ans ferme, quand tu vois les dingueries qu'il y a, les criminels qu'il y a et qui sont relâchés, c'était incroyable. Incroyable. Évidemment, après, ils reviennent dessus, on va pas s'arrêter dessus, mais ils reviennent également, forcément, comment c'était compliqué de gérer avec Swan et Neo. Je vous rappelle, Neo est mineur. Il explique que dans un premier temps, ils lui ont menti en disant non, pas en tout, mais c'est juste qu'ils sont pas là pour le temps qu'ils comprennent. Et Neo qui doit encaisser ça, plus la violence des réseaux sociaux, plus tout le bordel. C'est très compliqué, au mine de rien. Et en fait, c'est de l'argent fictif qui était demandé par le mandataire judiciaire. Donc voilà comment on peut faire pour faire des gros... La presse s'est mise à relayer des informations complètement fausses. Alors, la presse qui relaie des informations complètement pétées du cul, ça, on a l'habitude. Hein. Quand on regarde, allez lire les articles qui résument cette vidéo. Et regardez ce qu'il y a dans la vidéo et comment résume la presse.
Ils s'en battent les steaks de la vérité. Ils veulent juste faire un petit article et puis passer à autre chose. Délirante, comme l'histoire des 2 millions d'euros. Ah oui, bah oui. Voilà, c'est ce qu'on vous disait en début de vidéo. Dans certains articles de presse, il était dit qu'on s'était mis 2 millions d'euros dans la poche, au préjudice bien sûr des personnes, et qu'on était parti Ils avec... sont de gauche ou de droite, j'en ai aucune idée. Il faut quand même comprendre pourquoi 2 millions d'euros, comment c'est arrivé. Pendant le procès, le mandataire judiciaire, vous vous souvenez, celui qui avait repris la gestion de la société Pendant quelques mois. lui, il a déclaré au procès, d'un coup, qu'en fait, la société était, je sais pas quoi, en cessation de paiement, qu'elle avait des problèmes de trésorerie. En banqueroute, quoi, c'est ça. Qu'elle était en banqueroute, Ouais. voilà. Bon, j'ai pas tout compris, parce que la comptabilité, c'est pas mon truc, mais il a expliqué que la société était en banqueroute et que du coup, comme lui, il avait repris la société, c'était un préjudice pour lui, et il demandait, lui, 2 millions. Mais pour lui, hein. Voilà, pour lui, hein, ouais. pas pour les adhérents. Hein. Non, pour lui, il demandait 2 millions à titre de préjudice, en fait. Hein, Ouais, voilà. c'est ça. Dommage et intérêt. De dommages et préjudice, c'est intérêts, préjudice pour la banqueroute. Donc voilà d'où sortent les 2 millions. Il ne s'agit pas des adhérents, hein, pas du tout. Et le mandataire judiciaire a heureusement été débouté lors du premier procès. Il a fait appel. Et il a encore été débouté lors du spoiler, second parce procès. que Oui, ça, on le saura plus tard, c'est dans l'histoire. Hein. Mais oui, spoiler, il a été débouté la première fois et la deuxième fois. Voilà. Heureusement, donc là c'est fini, les 2 millions d'euros, voilà, c'est... Et en plus, il ose réclamer 2 millions d'euros. étaient complètement bidons et ils vont le Merci pour le bon app. rester. Mais voilà ce que les journalistes ont relayé. Alors que les 2 millions d'euros, ils n'ont jamais existé en fait. C'est de l'argent fictif qui était demandé par le mandataire Donc judiciaire. voilà comment on peut faire pour faire des gros titres des journaux avec des informations fausses. Ça Et marche. voilà, ça marche, évidemment. Donc voilà, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. On n'a pas détourné l'argent, on n'a pas puisé dans les caisses de Rochal Non, c'est du riz au chorizo avec haricots rouges. Orange. On n'est pas parti avec autre chose que nos salaires. Voilà. Le mec est malaisant à regarder sa femme comme ça, n'empêche. C'est un mari qui regarde sa femme. J'espère que tu regardes ta femme pareil. S'il te plaît. Il la regarde avec amour et tendresse et soutien. Trouve-toi une femme, vite, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce qu'on Juste avait à le l'époque. salaire. Voilà. Vous avez sûrement dû lire ou entendre un tas d'autres choses délirantes dans les médias ou sur les Et oui, je vous l'ai dit, un drama de fou quand même. Il faut l'écouter. Hein. Non, mais il vérifie si elle fait bien sa poésie. Non. réseaux. Et maintenant que vous avez vu la vidéo, ben vous savez que c'est complètement faux. Dans les mois qui ont suivi le procès, dans l'attente du délibéré, on se disait que c'était pas possible. On se disait quand même que la justice pouvait pas envoyer en prison des personnes comme nous qui n'avions aucun antécédent judiciaire, qui n'avions jamais eu affaire à la justice, hein. Des personnes qui étaient de simples employés dans cette société. Lui, on espérait qu'ils allaient ouvrir les yeux finalement, peut-être Oui. se rendre compte. On se disait qu'au bout d'un moment, ils allaient quand même faire preuve d'un petit peu de bon sens. Aussi, hein, on en rigole là, Damien et tout ça. Combien de couples auraient explosé? Ils ont réussi à maintenir leur couple. Hein. Combien de couples auraient explosé avec tout ça? Mais elle est folle ta mère. Moi, vas-y, rentre avec ta mère. Moi, je vais me trouver un autre mec plus stable. C'est que leur couple est quand même très très stable avec tout ce qu'ils ont vécu. Pendant cette période, il y a eu aussi les 18 ans de Néo. Sa majorité, un événement super important. Alors après. Ah oui, on va le passer, mais ils expliquent un peu comment ils étaient en prison. Parce qu'ils ont passé du coup 2 mois en prison. Ou 2 mois, je crois. Je crois que c'est ça. Ou 2 semaines. Je sais plus. Mais bref. Ils expliquent les cellules, comment elles étaient les cellules, qu'ils n'avaient pas le droit, même pas le droit à un coup de fil. Que le père, il était dans une cellule avec un tueur multirécidiviste. Et psychologiquement, c'était compliqué. Et toi, t'arrives là, tu sais même pas trop pourquoi. Encore une fois, malgré tout ce qui s'est passé à Euro Challenge, il ne méritait pas la prison. On ne savait pas quand. Et donc, c'était très perturbant de leur dire, voilà, on part, on sait pas pourquoi, on sait pas combien de temps. C'était très déstabilisant pour eux aussi, très angoissant en fait. Il n'y avait plus aucune certitude. Aucun enfant ne devrait vivre ce que Swan et Néo ont vécu pendant toute cette période. Aucun, non. Vraiment, ça nous a brisé le cœur de devoir leur imposer ça. Le jour J, on s'est présenté nous-mêmes au centre de détention. Donc c'est Greg qui a été incarcéré. Oui, alors que tu vois, par exemple, Pierre Palmade, qui est sorti hier, pour moi, lui, il devrait rester en prison, en fait. Et Le premier, une semaine avant. Donc c'était un mercredi, journée surréaliste. Greg part pour se faire incarcérer. Moi je pars ce jour-là à l'hôpital pour une nouvelle injection. Donc les enfants, sur une même journée, ils avaient un parent en prison et un parent hospitalisé. Tout va bien. Ouais, la totale. Normalement, quand vous êtes incarcéré, vous avez droit à un coup de fil à votre famille. Voilà.
un appel. Et nous, forcément, on attendait ce coup de fil avec impatience pour avoir des nouvelles de Greg. Sauf qu'on me l'a pas autorisé, on me l'a pas donné. Non, t'as pas eu le droit de Non. téléphoner. Donc on n'a pas eu l'appel. On est resté 5 jours sans nouvelles de Greg. Moi, je dormais plus, je vivais plus. On savait même pas s'il était encore en vie. C'est balèze, hein. Belle la justice. Hein. Très très belle la justice. Ils ont été traités comme des ultra narcotrafiquants. Et de l'autre côté, je vous rappelle qu'il y a des narcotrafiquants qui ont été libérés parce qu'il y avait des juges, des magistrats, des avocats qui créaient des vices de procédure dans le dossier pour les faire libérer. Ou qui s'entendaient aussi pour les visas, pour les clandestins et tout le bazar. En gros, t'as l'impression que c'était juste les victimes idéales, enfin les coupables idéales. Voilà. Pour vous dire l'angoisse. Et comme ils n'ont aucun moyen de pression derrière ou rien, bah du coup ils sont des citoyens lambda. Ils pourront hurler tant qu'ils veulent. Dans un tribunal, personne ne les entendra crier. Quoi. L'angoisse. Et au bout de 5 jours, son avocat a enfin pu le voir. Et c'est lui qui nous a dit, je l'ai vu, il est vivant. Isolement, donc moi j'avais pas de co-détenu avant que... C'est sûr. Ouais, un jour, on va survoler. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo détaillée et si on a la force, ouais, on vous la fera peut-être un jour, mais là... Mais pas maintenant, Ouais. pas maintenant, c'est sûr. Donc moi de mon côté j'étais placée à l'isolement, donc moi j'avais pas de co-détenu. Avant qu'on soit incarcéré, avec l'impact médiatique, on avait reçu énormément de menaces. Et donc moi j'avais reçu encore des menaces de mort, etc. Et donc mon avocate avait transmis ça au centre de détention pour que je sois mise à l'abri en fait. En plus, dans mon état où je pouvais même pas marcher sans ma béquille, tout ça, enfin, j'étais hyper vulnérable. Donc il y avait un vrai risque que je me fasse agresser en fait en prison. Le jour de mon départ en incarcération, c'est le jour où on a reçu mon dossier dans lequel on me reconnaissait handicapée. Donc mon avocate s'est empressée d'envoyer le dossier à la prison. Ah oui, entre-temps on avait changé d'avocate, on avait gardé l'avocate qui nous avait aidés et on avait pris une autre personne en plus d'elle, voilà. Et donc elle s'est empressée d'envoyer mon dossier à la prison et là en fait on m'a dit oui, normalement vous devriez avoir accès à une cellule pour PMR, donc les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées. Le problème c'est qu'il n'y a qu'une seule cellule comme ça dans toute la prison, elle est déjà occupée par des personnes qui ne sont pas handicapées mais qui sont 3 dans une cellule pour une personne. Oui, parce que bien entendu, il y a une surpopulation. Et donc ils peuvent pas la mettre dans la cellule PMR. Donc ils vont mettre une handicapée dans une cellule normale. Et dans la cellule PMR, ils vont mettre 3 personnes non handicapées qui sont... Allez, on avance un peu. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui vous découragent. Alors, évidemment, je vous zappe des gros passages, on invite vraiment à regarder l'intégralité de la Il y vidéo. a beaucoup qui vous découragent, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi j'ai entendu aussi, ça ne marchera pas, votre appel, vous allez rester en prison, enfin voilà. Et forcément, l'espoir, il diminue au fil du temps. Ouais. L'audience de libération a enfin eu lieu. Ça s'est fait en vidéoconférence. Ça a été vraiment expéditif, en fait, hein, parce que comme ils n'avaient pas de motif... Ils ont passé donc plusieurs semaines en prison, et ils ont fait appel, et finalement le juge a dit « Ouais, non, mais ça sert à rien qu'ils soient en prison, ils peuvent sortir. » Et du jour au lendemain, ils sont sortis. Donc ils reviennent un peu sur cette histoire, et là ça revient sur le directeur juridique. T'as un nouveau jugement, et le juge dit le directeur juridique aurait dû être sur le banc des accusés dès le début en fait. Pour rien, ça sert à rien, enfin voilà, Merci, c'était une période de flottement. Mais cette fois-ci, ça s'est pas du tout passé pareil. Non, c'était pas du tout comme le premier procès. L'ambiance était complètement différente. Ah oui, là l'ambiance était sérieuse, Ouais. il n'y a pas eu de ricanement, il n'y a pas eu de moquerie, le président ne l'aurait pas permis. Non, le président était sérieux, il était Oui. là pour juger l'affaire correctement, il avait étudié son dossier. Oui, lui il avait lu Ouais. le dossier, c'était une grande différence. Il avait lu tout le dossier et justement, dès qu'on est arrivé en fait dans les premières phrases qu'il a pu prononcer, c'était différent parce que lui, il a parlé du directeur juridique. Ouais. Il a dit il y a un absent et c'est pourtant le personnage le plus important. Oui, et lui il a dit que le directeur juridique aurait dû être sur le banc des accusés. Enfin, c'était reconnu. Pour la première fois dans le dossier, il a enfin reconnu officiellement que ce monsieur, le directeur juridique, a une place d'honneur sur le banc des accusés. Alors qu'en première instance, on pouvait même pas parler de lui en fait. Non, c'était comme Voldemort en fait, fallait pas... Oui, le premier juge avait la flemme de lire le dossier.
évoqué son nom. Oui, c'est ça, C'est ça, hein, exactement, ouais. c'était pareil, voilà. Ça agaçait la présidente dès qu'on parlait de lui parce que, en gros, c'était comme si on essayait de se décharger sur lui alors que il était lanceur d'alerte, il était Il intouchable. était protégé en fait. Hein. Il était protégé, Ouais. voilà, tout à fait. Alors que là, En rien à appel, voir. c'était pas du tout le cas. Pas du Le tout le cas. président, enfin il était, c'est pas du tout le cas, il aurait dû être là, hein, mais il était pas là. Bah non, il mais- était pas là. Mais le président a déploré son absence Oui. et ça a compté durant toute l'affaire. Ah oui, ça, déjà là, ça a fait basculer les choses, ça a déjà changé la donne, vraiment. Il faut savoir quand même que le directeur juridique s'était présenté comme une victime donc de harcèlement moral, donc il s'était porté Un directeur juridique victime de harcèlement moral. Ouais. Directeur juridique victime de harcèlement moral. Ouais. partie civile. Et en première instance, il avait demandé quand même plus de 3 000 € de dommages et intérêts qui lui avaient été accordés en première instance. Il était reconnu victime. Vous en doutez, hein, on va pas spoiler, mais là, ça n'a pas été le cas en appel. Là, il a été débouté. Voilà, c'était pas du tout la même chose. Et le président a dit aussi quelque chose de très important dès le début. Il a dit que, effectivement, les enquêteurs avaient fait un travail partiel seulement d'enquête, puisque nous, on savait que l'enquête avait été complètement à charge. En fait, dès qu'ils avaient un élément. Oui, c'est ça, t'imagines, ça dure depuis 10 ans cette affaire, et il y a eu vraiment une accélération sur les 2 dernières années, mais ils ont vécu l'enfer. Qui pouvait aller contre nous, hop, il le Il a eu quoi de ses cheveux, un accident de tondeuse à gazon. Bah, vu que Neo a strictement la même coupe de cheveux, je pense que ça doit être génétique. gardait, il le présentait. Dès que c'était un élément qui pouvait nous innocenter, hop là, ça c'était caché, on n'en parlait pas. Et ça, nous, on le savait, on avait essayé de le dire en première instance, mais on nous avait pas permis. Et là, le président, lui, l'a dit clairement, il a dit effectivement, le travail d'enquête n'a pas été fait correctement, puisque tout ce que le directeur juridique et ses acolytes ont pu présenter comme éléments, comme dépositions, comme preuves, tout ça, ça a été pris comme parole d'évangile. Alors que les enquêteurs auraient dû enquêter aussi là-dessus. Ils auraient dû se poser des questions aussi sur ces éléments-là, et ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris ces éléments comme si c'était la vérité. Et c'était pas ce qu'il fallait faire en fait. Et ça, le président l'a dit. Il a dit qu'effectivement, le travail d'enquête n'avait pas été fait correctement. Donc là, ça démarrait déjà mieux. C'était plus dans la justice. C'était plus dans la justice, voilà, Voilà. tout à fait. Bon, le procès a encore été éprouvant, évidemment. C'est des moments très difficiles. Mais là, on a pu s'exprimer. On a pu se défendre, on a pu expliquer, Oui, on nous a donné la parole. il n'a parlé que d'Eurochallenge. Et Ils se sont véritablement déchaînés dans le mensonge et la mauvaise foi. Redoublé d'efforts pour nous... d'influenceurs en parallèle. Ma mère et mes frères ont redoublé d'efforts pour nous accabler. Ils se sont véritablement déchaînés dans le mensonge et la mauvaise foi. Mais cette fois-ci, contrairement à la première fois, le président n'a pas été dupe. Oui, cette fois-ci, on a eu l'impression qu'ils comprenaient que... Ouais. Enfin, C'était des mensonges, leur jeu était en train d'être découvert et ça passait pas pareil. Donc on avait l'impression que le procès se passait vraiment mieux que la première fois. Ouais. Et du coup, quand on a entendu les nouvelles réquisitions du procureur, ça a été la douche La douche froide. Ah Ouais. oui, là il a été dans l'outrance absolue. Il a demandé encore plus que pour le procès en première instance. C'était outrancier. Outrancier, il était... Là, il a demandé 5 ans, dont 4 ans ferme. 4 ans ferme. 4 ans ferme en réquisition. En procès en deuxième instance. Envie de dire que le procureur, il est dans le game et il fait partie de la team. C'est une cabale. Au bout d'un moment, c'est une cabale pour les détruire. Avec tout ça, il réclame 4 ans ferme. Encore pire. Dans les réquisitions, tout le monde était à nouveau condamné. Ils ont rien fait. Ils sont juste soupçonnés d'avoir arnaqué des arnaques à l'amour. Tu sais, genre, on va te trouver une femme, puis finalement, là, on t'a pas trouvé de femme. Et encore, eux, ils étaient salariés de cette boîte. C'est pas eux, tu vois. 13 prévenus, mais les peines étaient pour la plupart réduites, et juste les nôtres, elles avaient été sauf pour augmentées. nous, voilà. Juste nous deux. Bon, moi j'ai cru que j'allais m'évanouir, c'est bien simple. Quand on a entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce qu'on avait Et combien de temps entre les deux procès? Bah, 2 ans. repris un peu espoir quand même. Vu comme le procès se passait, vu comme le président était sérieux, tout ça, on s'était dit, ça y est, voilà. Du bon Il avance dessus. Mais écoutez, donc, le délibéré final. Et forcément, nous, passer le moment de l'euphorie de l'annonce de ce résultat, Attends, mais il manque un truc là, il manque un passage avec sa mère, là. J'ai pas noté
On était à nouveau complètement soudés. Pratiquement 6 mois, donc il fallait... 6 mois d'attente Voilà. et d'inquiétude. Il fallait vivre encore 6 mois avec cette angoisse. Merde, je l'ai pas timecodé. Oh bah là, je pense que ça a achevé de nous vider. Bon, on était presque des fantômes quand même sur la fin. C'était... on n'était plus nous-mêmes. On n'était plus nous-mêmes, Non, ouais. non, de Ouais. toute façon, c'est pas humain de vivre ça. C'est pas humain. C'est... C'est la Merde, j'ai raté torture. ce passage. Attends, reviens en arrière. À un moment, il prend sa mère dans ses bras. Là, c'était à 1,14. Alors, on est à 2,04. On reviendra sur le délibéré final, vous allez voir. Mais on va revenir à 1,14. Il demande des comptes à sa mère pendant ce délibéré. Maximum durant tout le procès. Ils nous ont accusés tous les deux pour se dédouaner de leurs responsabilités. À un moment donné, j'ai craqué. Je me suis effondré en parlant à ma mère. Et j'ai essayé de la prendre dans mes bras. Là, l'audience a été interrompue. Et ma mère m'a pris dans ses bras. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu nous as fait ça, maman? Pourquoi tu m'as fait ça? À moi? À ton fils le plus jeune? Et elle m'a dit, mais c'est les avocats qui m'ont dit de dire ça. T'inquiète pas, ça ira mieux après. Après, je me suis mis à lui dire plein de choses. Tout d'un coup, à essayer de lui dire tout ce que je lui avais pas dit ces derniers temps. Que Sophie était handicapée, que papa était gravement malade, que on avait plein de problèmes et que j'avais besoin d'elle. Elle m'a pas du tout consolé. Elle m'a répété que c'était les avocats qui lui avaient dit de faire comme ça et que ça serait bientôt fini. Et forcément, vivre ça avec ma mère et mes frères, ça a été une épreuve. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que cette mère? Ma mère. Il y a un avocat qui lui dit, vous dites ça parce que ça va être un peu contre votre fils, mais vous inquiétez pas, ça ira mieux après. Mais ma mère, elle lui fait un German suplex à l'avocat. Faire foutre. Au bout d'un moment. Rien à battre que ta stratégie, elle est meilleure. C'est mon fils. Mais va te faire foutre. La mère, elle est incroyable. Bref, on revient à 2,04 pour le délibéré final. Encore 6 mois sur... C'est pas humain de vivre. 2,06. C'est super. Là, waouh, on respirait plus. C'est ton avocat qui nous a appelés. Ouais, c'est lui le premier qui m'a informé. Cette fois-ci, on a été informés avant la presse. Ouais. Et là, soulagement. Soulagement. Il n'y a pas de condamnation à du ferme. Ouais, il n'y a pas de prison ferme. Pas de prison ferme. Voilà, on ne retournait pas en prison. Voilà. Ouais. Donc au final, c'était 2 ans avec sursis. sursis. Donc on était soulagés forcément. Ah oui, on a pleuré, c'était... Tout tombait là, tout tombait. Ouh là là, ouais. Donc la première réaction, c'était le soulagement. On était forcément extrêmement heureux. Avec les enfants là, waouh. Nos avocats nous ont dit que c'était une grande victoire. Donc la grande victoire de la justice, c'est qu'ils sont quand même condamnés, mais à 2 ans avec sursis, donc ils feront pas de tôle. Avec tout ce qui s'est passé. Et tu dois le vivre comme une victoire. Tellement t'es au bout du rouleau, en fait. Tellement t'es détruit intérieurement. Tu peux plus, quoi. T'imagines l'état de fatigue? Tu prends ça comme une victoire. La justice avait reconnu son erreur et avait admis s'être trompée. Et ça, c'était beau. Oui. Ouais, ils sont quand même condamnés, mais avec 2 ans avec sursis. Ça va. Pour nous, ça restait quand même une injustice, quoi. Mais forcément, nous, passé le moment de l'euphorie de l'annonce de ce résultat, rapidement est venu le sentiment d'injustice. Parce que ça reste une injustice et ça le restera toujours. Ah oui, et puis on a quand même fait 2 mois en enfer. Pour rien. 2 mois de prison pour rien. Ah, c'est 2 mois de prison. C'était pas justifié, puisque finalement c'est 2 ans avec sursis, donc on n'avait rien à faire en prison. On n'aurait jamais dû y aller. On n'aurait jamais dû aller en prison. Donc, malgré, c'est énorme. C'est ça, c'est la justice s'est trompée, désolé. C'était plutôt le directeur financier, mais on vous condamne quand même parce qu'il faut pas qu'on passe pour des débiles. Et on s'est pas trompé lors de la première fois, c'est juste que voilà. Mais par contre avec sursis. Sentiment d'injustice, malgré voilà ce cri du cœur de se dire c'est injuste et ça aurait pas dû se passer comme ça, et voilà. Il fallait qu'on s'estime heureux quand même. Hein. Fallait qu'on s'estime heureux parce que voilà, on a quand même échappé à 4 ans de prison ferme, donc quand même. Il a reconnu aussi que l'activité d'Eurochallenge, c'était pas d'escroquer les gens, que c'était bien de les aider à fonder une union stable, mais qu'ensuite ça avait dérapé, notamment avec le directeur juridique. Et donc au final, Eurochallenge, ils ont été blanchis aussi de ce côté-là. Et que aussi apparemment, c'est des magouilles du directeur financier. On n'en saura pas plus de ce côté-là. Voilà. Mais ça aussi, c'était important pour nous, quand même, de savoir que voilà. On a travaillé pour quelque chose. Qu'on pensait bien et qu'il l'était au départ. Voilà. Ouais. Bien sûr, on est désolé pour les victimes de ce procès. On n'a jamais voulu ça. Nous, on était bouleversés pour eux. On est des gens simples. Nous deux, on est des gens naïfs. Pas trop naïf. On voulait bien faire et en fait on a accordé notre confiance aux mauvaises personnes. Alors suite au délibéré, beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas eu l'information parce qu'il n'y a quasiment eu aucune retombée presse. Oh oui, pratiquement rien. Personne n'en a parlé en fait. Hein. Oh non, évidemment pour
Et ça, c'est toujours pareil. Hein. Les journalistes, ouais, justice sur ça. Et ils ne font jamais le suivi des justices. Jamais. Jamais. Le premier procès, 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'ils détruisent des personnes. La personne, elle ressort blanchie. Quasiment pas. Ou alors ça fait une petite ligne. Pas d'excuses, rien. Ferme, alors là. C'était sensationnel. Voilà, ça fait le tour du monde. Mais là, vu que c'est 2 ans avec sursis, alors les 13 prévenus ont été condamnés, hein, mais. Mais des peines très légères. Voilà. Des peines beaucoup plus légères. Et du coup, les journalistes n'ont pas relayé. Non, parce qu'en fait, il y avait reconnaissance d'une erreur par rapport au premier procès. Oui. La justice reconnaissait s'être trompée, donc c'était plus intéressant en fait. Non, voilà, comme on dit, hein, une fois. Pas de vague. Faut pas en parler. C'est un truc de ouf. Et quand tu regardes les trucs, de tout ce qu'on a vu, regardez, le Parisien, l'article, il fait ça. Il y a 4 paragraphes. Et encore, c'est le résumé, voilà, il démarre là. Mais plusieurs clients se sont dit dupés, c'est un résumé de l'affaire aussi. Malgré leur condamnation, c'est un appel résumé aussi. Voilà, ils ont sorti, on n'a pas détourné d'argent, on n'a pas puisé dans les caisses d'Euro Challenge, on n'est pas parti pour autre chose avec nos salaires, défendent-ils face à la caméra. J'ai vu que de mes propres yeux des couples heureux, je suis même allé à des mariages, j'ai vu des couples bébés d'Euro Challenge. C'est un complot, il avait lui-même mené cautionné, voire tout inventé. En raison de différents familiaux, les seuls à blâmer, on a été naïfs. Résumé de leurs enfants, retour sur YouTube. C'est tout. Un nouveau délibéré sans prison ferme. On a enfin pu prendre la parole. Rien. Voilà. Voilà l'état du journalisme actuel. Voilà l'état du journalisme actuel. Comparé à tout ce qu'ils ont raconté dans la vidéo. Et encore, il y a plein de moments que j'ai zappés qui auraient mérité d'être racontés également. Voilà l'état de notre journaliste, de notre journalisme en France, et voilà l'état de notre justice en France. Chercher ta carte de journaliste. Mais tu sais que pour être journaliste, t'as pas besoin d'avoir une carte de journaliste. Le journaliste, une carte de journaliste te donne juste droit à une niche fiscale, grosso merdo. Journaliste, et je le répète encore une fois, un journaliste, c'est juste un mec qui fait des news, qui rapporte l'info. Et si l'argent au travers de cette info lui rapporte plus de 50% de ses autres revenus, il est considéré comme journaliste. C'est tout, en fait. Vous êtes tous des journalistes, si vous voulez. Enfin, aux yeux de la loi, c'est comme ça. Mais après, si vous relayez de l'info, ils font quoi, la plupart des journalistes? Ils copient-collent de l'AFP. C'est ça, être journaliste. Les gens, ils pensent que le journaliste, c'est genre Clark Kent, Daily Planet, ils enquêtent. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, évidemment. Mais la très grosse majorité, ils font que du narratif, de l'idéologie et de la réinformation et de la désinformation. C'est tout. Mais bref, on verra bien ce que ça va donner avec le temps. Est-ce qu'ils vont pouvoir refaire des vidéos normalement et tout le bazar? On verra. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, mais restez correct dans les commentaires. Vous les croyez ou pas, il y a une chose que vous ne pourrez pas nier, c'est qu'ils ont traversé l'enfer. Ça, je pense que... Oui, même l'AFP, elle fait quoi? Elle fait que de copier-coller les déclarations. Oui, bah oui, non mais oui. Martin, s'il en fout pas une. Un vrai journaliste est capable d'enquêter normalement. Oui, normalement. Mais bon. Il y a combien de journalistes enquêteurs?